Le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de croissance. Du coup, ça a un peu à voir. Get in. La croissance bactérienne peut être définie comme une augmentation des constituants cellulaires. Elle aboutit à un accroissement du nombre de cellules quand les micro-organismes se multiplient par scissiparité ou par bourgeonnement. Mais on va garder ça très simple aujourd'hui. Dans ce cas, les cellules s'élargissent et se divisent pour donner deux cellules filles de taille plus ou moins égale. Il y a aussi croissance si les cellules deviennent simplement plus longues ou plus grandes. C'est pas super évident d'analyser la croissance et la division de micro-organismes pris individuellement à cause de leur petite taille. On rappelle qu'ils font entre 1 et 5 microns en général. Les microbiologistes suivent donc normalement des variations numériques sur la totalité de la population qu'ils étudient. En gros, on regarde comment la population grandit plutôt que l'organisme par lui-même. Ce qu'on définit par cycle cellulaire est la séquence complète des événements depuis la formation d'une nouvelle cellule jusqu'à la division suivante. La plupart des prokaryotes se reproduisent par scissiparité, bien qu'on a certains exotiques qui se reproduisent par bourgeonnement, tels que les levures, d'autres par fragmentation, et enfin d'autres par d'autres moyens un peu bizarres. La scissiparité est un type relativement simple de division cellulaire. La cellule s'allonge, réplique son chromosome, et sépare les molécules d'ADN nouvellement formées de manière à ce qu'il y ait un chromosome dans chaque moitié de la cellule. Finalement, un septome se forme au milieu de la cellule en divisant la cellule parentale en deux cellules filles contenant chacune son chromosome et une partie du matériel qu'avait la bactérie mère juste avant. Une fois n'est pas coutume, faisons un peu de maths. Oui, moi aussi j'ai horreur de ça, mais on va pas y couper aujourd'hui. Enfin, c'est des maths simples. Pendant la phase dite exponentielle, chaque microbe se divise à un intervalle de temps constant. La population doublera donc après un intervalle de temps spécifique appelé temps de génération ou temps de doublement. On peut illustrer cette situation par un exemple simple. Supposons qu'une culture en tube soit inoculée avec une cellule qui se divise toutes les 20 minutes. En gros, Escherichia coli. La population sera constituée de 2 cellules après 20 minutes, 4 cellules après 40 minutes, et ainsi de suite. Puisque la population double à chaque génération, l'augmentation de la population est toujours égale à 2 puissance n, où n est le nombre de générations. Le développement de la population est dit exponentiel, ou logarithmique. Mais comment est-ce qu'on le mesure tout ça ? Et bien on va voir ça maintenant. Il existe plusieurs moyens de mesurer la croissance microbienne pour déterminer le temps de génération et la vitesse de croissance. Le nombre, ce que l'on appelle masse cellulaire, peut être suivi puisqu'il augmente au cours de la croissance. Et pour énumérer le nombre de cellules, on a tout un tas de techniques. La façon la plus évidente de déterminer le nombre de cellules, c'est de les compter. Ça paraît con, hein. Et pour ça, on va faire une lecture au microscope. C'est une méthode d'étude assez facile à utiliser et un peu chiante, mais relativement peu coûteuse et assez rapide. Assez. Elle donne aussi des informations quant à la taille et la morphologie des organismes, puisque vous les regardez directement. On va utiliser ce qu'on appelle des chambres de Petroff-Hauser permettant de compter les bactéries. Ces lames de microscope spécialement conçues ont des chambres de profondeur connues, dont le fond est muni d'une grille. Le nombre de micro-organismes dans un échantillon est calculé en tenant compte du volume de la chambre et de la dilution de l'échantillon. Cette technique présente néanmoins quelques désavantages. Il faut que la population microbienne soit suffisamment dense parce que les échantillons sont dans de petits volumes. Puis on va pas se le cacher, c'est relativement chiant. Pour ça, on peut donc utiliser une autre technique, le compteur de cellules. On compte directement les micro-organismes plus grands, comme les protistes et les levures, à l'aide de compteurs électriques tels que le compteur de Coulter, mais on peut également utiliser le cytomètre en flux. On peut aussi utiliser ça pour les bactéries. La suspension microbienne doit passer dans le compteur au travers d'un orifice. Un courant électrique circule au travers de cet orifice, des électrodes placées de part et d'autre de l'ouverture mesurent la résistance électrique. Chaque fois qu'une cellule bactérienne passe, la résistance augmente et la cellule est comptée. Le compteur de cellules, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée, notamment parce qu'on peut s'en servir pour des cultures pures ou pour des échantillons environnementaux. On peut s'en servir pour tout un tas de micro-organismes, les levures par exemple, voire les bactéries, ce qui tombe bien parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, et ça permet une grande simplification. On n'a pas besoin de compter, on a juste les résultats qui sont crachés par un ordi. Cependant, si ça paraît simple comme ça, eh bien, votre compteur de cellules, il va compter tous les objets. C'est-à-dire que si vous avez extrait vos cellules d'un échantillon comme des sédiments, vous avez intérêt d'avoir une extraction de cellules au poil, parce que la moindre particule sera comptée comme une cellule. Et des particules dans des sédiments, il y en a beaucoup. C'est même tout le principe. On a remarqué au
fur et à mesure des années que lorsque l'on comptait des cellules à partir d'un échantillon directement, eh bien on avait un nombre de cellules qui était beaucoup plus élevé que lorsque l'on cultivait sur des boîtes de pétri par exemple. Ça vient de plusieurs facteurs. Quand on compte des cellules directement d'un échantillon, on ne fait pas la distinction entre des cellules mortes ou des cellules vivantes. De même, lorsque vous cultivez un échantillon sur une boîte de pétri ou un milieu spécifique, vous allez cultiver que la partie cultivable des micro-organismes. C'est-à-dire, vous allez oublier les spores et également les bactéries qui répondent très mal à ce type de milieu d'enrichissement. Et comme on connaît que 10% de la diversité microbienne, je vous laisse deviner pourquoi il y a un petit biais. On peut également faire appel à une méthode de culture qui ne compte que les cellules vivantes et capables de se reproduire. Les deux techniques habituellement utilisées sont celles de l'étalement en surface et celle de l'étalement en profondeur. Dans les deux méthodes, un échantillon dilué de bactéries ou d'autres micro-organismes est étalé sur une surface solide. Chaque micro-organisme ou groupe de micro-organismes se développe en colonies distinctes. Et comme on n'est absolument pas certain que chaque colonie provient d'une cellule isolée, les résultats sont souvent exprimés en termes d'unités formatrices de colonies, UFC, plutôt qu'en nombre de micro-organismes. Alors on estime que pour contenir de meilleurs résultats, les étalements doivent contenir entre 30 et 300 UFC. La croissance d'une population est accompagnée d'une augmentation de la masse cellulaire totale aussi bien que du nombre de cellules. Par conséquent, les techniques mesurant des variations de la masse cellulaire permettent de suivre leur croissance. Les techniques de spectrophotométrie sont très rapides et très sensibles. Elles sont basées sur le fait que les cellules bactériennes dispersent la lumière incidente. Comme dans une même population bactérienne, les cellules ont approximativement la même taille, la quantité de lumière diffractée est directement proportionnelle à la masse cellulaire et donc liée à la concentration en cellules. Lorsque la concentration en bactéries atteint par exemple 10 millions de cellules, on va voir que le milieu va devenir un peu trouble, enfin beaucoup trouble. Une augmentation supplémentaire de la concentration donne une plus grande turbidité et il y a donc moins de lumière qui passe à travers le tube. En gros, plus ça va grossir, plus ça va être crade et moins il y aura de lumière. Aziz, lumière! L'importance de la diffraction de la lumière est mesurée dans un spectrophotomètre et est en relation presque linéaire avec la concentration bactérienne à des faibles valeurs d'absorbance. Oh, c'est un peu technique, mais c'est littéralement ce que je viens de dire. Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. On mesure facilement la croissance d'une population à condition que la population soit suffisamment dense pour donner une turbidité détectable. Si vous n'avez pas beaucoup de bactéries, ça sert à rien. On étudie la croissance d'une population en analysant la courbe de croissance d'une culture microbienne. Lorsque des micro-organismes sont cultivés en milieu liquide, ils se développent habituellement dans un système clos. On dit que c'est une culture en batch. Comme il n'y a pas d'apport de milieu frais au cours de l'incubation, la quantité d'éléments nutritifs diminue et la concentration en déchets augmente. Et vous allez voir que ça va avoir une influence bientôt. La croissance des micro-organismes se divisant par scisciparité est représentée graphiquement comme le logarithme du nombre de cellules en fonction du temps d'incubation. Et la courbe qui en résulte nous montre 4 grandes étapes de cette croissance microbienne. Dans un premier temps, on a la phase de latence. Cette phase est caractérisée par une absence de croissance, mais elle est nécessaire pour différentes raisons. Les cellules peuvent être âgées et dépourvues d'énergie, de cofacteurs essentiels ou de ribosomes. En gros, vos cellules sont à la traîne. Ces différents constituants doivent être synthétisés avant que la croissance ne puisse réellement commencer. On a également la possibilité que le milieu dans lequel nos microbes grossissent soit différent du milieu dans lequel nos microbes ont été stockés. Il faut donc un petit temps d'adaptation à nos bactéries pour qu'elles puissent pleinement se développer. Votre culture peut également avoir subi quelques dommages au fur et à mesure du temps. Il y a donc besoin pour vos bactéries de réparer un peu les dommages pour permettre une meilleure croissance. Quelles que soient les causes, la phase de latence est la phase durant laquelle les cellules se réorganisent, répliquent leur ADN, commencent à augmenter leur masse et finalement commencent à se diviser. Il va s'en suivre la phase exponentielle. Pendant la phase exponentielle, dite également logarithmique, les micro-organismes se développent et se divisent à vitesse maximale, étant donné leur potentiel génétique, en prenant en compte leur potentiel génétique, la nature du milieu et les conditions de culture. La vitesse de croissance est constante à phase exponentielle, les organismes se divisent et doublent leur nombre à intervalles de temps réguliers. Comme chaque organisme se divise à un moment légèrement différent, la courbe de croissance augmente doucement, plutôt que par léger à-coups. Après la phase de croissance, vient la phase stationnaire. La croissance de la population finit par s'arrêter, et la courbe de croissance devient horizontale, suite à de multiples facteurs qui agissent seuls ou ensemble, comme la limitation des éléments nutritifs et l'accumulation de déchets toxiques qui peuvent arrêter la croissance. Pendant la phase stationnaire, le nombre de micro-organismes viables reste stationnaire, d'où son nom. Ceci peut résulter d'un équilibre entre la division et mort cellulaire, ou bien la population peut simplement cesser de se diviser
et rester métaboliquement actives. En gros, elles flottent dans le milieu sans pour autant se multiplier. Elles font des trucs, hein, mais elles se multiplient pas. Puis vient la phase de sénescence, ou la mort cellulaire. Pendant la phase de sénescence, le nombre de cellules diminue. La masse bactérienne va décroître et le taux de croissance va prendre des allures négatives. Il y a deux hypothèses pour expliquer ce déclin. Une première hypothèse est l'apparition de cellules viables mais non cultivables qui résultent de lésions des cellules. En gros, elles vont être toujours là mais très difficilement cultivables, d'où leur nom. Ou elles vont par exemple former des spores afin de survivre à cette étape de stress. Et ces micro-organismes viables mais non cultivables vont recommencer à être cultivables lorsqu'ils vont se situer dans un milieu beaucoup plus favorable. La seconde alternative à ça est simplement qu'il y a une phase de mort cellulaire. Et dans ce cas-là, une partie de la population va simplement mourir. Cette mort va entraîner la libération des constituants cellulaires et donc va permettre aux cellules qui sont elles toujours en vie de se nourrir des cadavres de leurs petits camarades. Oui, c'est un peu sombre. Bon, et bien on a fini aujourd'hui pour la croissance cellulaire. C'était un peu plus un gros morceau que d'habitude, mais on a eu le temps de creuser un peu les détails de comment on mesure la multiplication des cellules. Merci de me suivre sur YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser, vous savez, le petit commentaire, le like, vous savez, les plaisanteries YouTube habituelles. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour parler de génétique bactérienne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.